Marie-Ange, je vais me tourner vers vous d'abord puisque on va reposer les bases. Pourquoi dédier un mois complet pour arrêter de fumer? C'est la formidable occasion pour les fumeurs de s'interroger sur leur tabac dans un mois un peu positif, c'est-à-dire on va travailler sur les bénéfices à l'arrêt et moins sur les risques. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui, avec le recul, c'est la 6e année du mois sans tabac. Un fumeur sur 3 a arrêté durant cette opération mois sans tabac. Ah donc c'est énorme quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est une vraie opération de santé publique. D'autant plus qu'on sait que dans notre région des Hauts-de-France, on fume beaucoup. Oui, effectivement, Margot, vous l'avez dit, donc 30,5% de fumeurs dans notre région. Quant au national, on est à peu près autour de 25%. Donc on est la 2e région après le Grand Est à fumer beaucoup, 10 cigarettes et plus. Donc, ce qui représente quand même 30% de notre population des Hauts-de-France. Est-ce qu'on a quelques chiffres parlants, notamment sur l'âge, par exemple, de ceux qui consomment le plus ou ce genre de choses dans les Hauts-de-France? Alors, c'est vrai que à la fois, on sait qui sont-ils, les fumeurs des Hauts-de-France. Ce sont les hommes, les personnes qui ont des vulnérabilités sociales, économiques, ceux qui sont les moins diplômés, également les femmes enceintes. Alors, et pipi pourra, quand même, les jeunes de 17 ans, notre dernière enquête, en 2020 a montré que les jeunes se détournent du tabac, vraiment. On a un vrai beau succès concernant donc, les jeunes de notre région. Alors Zoé, à quel âge est-ce que vous aviez commencé à fumer? Vers 16-17 ans à l'entrée au lycée. Oui, donc c'est relativement jeune, 16-17 ans pour commencer à fumer. Et vous avez arrêté donc cette année à l'âge de 21. Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a poussé à stopper? Ma mère a arrêté de fumer quelques mois avant moi. Je lui avais dit que si elle y arrivait, je le ferais aussi. Et puis financièrement, au bout d'un moment, quand le paquet passe à 10 €, je me dis, je reste étudiante, je ne peux pas me permettre de payer un loyer, de me payer mes clopes. Et si je veux finir le fin de mois, il fallait que j'arrête aussi. Puis la santé. Là, on a l'argument de la santé, on a l'argument de l'argent et l'argument de l'exemplarité aussi, puisque c'est un peu votre maman aussi qui vous a donné envie. C'est important, ça, le rôle des témoignages, de l'accompagnement? Bien sûr, ça fait carrément augmenter, on va dire, la démarche de motivation, ça la fait grandir, l'exemplarité, vouloir avoir confiance en soi, se donner un projet de vie, car on le sait, aujourd'hui, tous les bénéfices à l'arrêt, vous pourrez déjà en parler avec 2 mois. Je pense que on retrouve un tout petit peu cette qualité de vie, cette liberté à ne pas fumer. On va demander à Zoé ce qu'elle en pense sur les effets sur le porte-monnaie, sur la santé. Je sais que vous êtes une danseuse notamment, et ça doit se sentir au niveau du souffle. Le souffle revient, je suis plus en train de me dire ok, alors là dans 10 minutes il faut que j'aille fumer parce que j'ai une réunion. Donc déjà au quotidien ça me permet de pouvoir réellement vivre ma vie. Je me dis plus faut que je pense à faire ça avant parce que je veux aller fumer ma cigarette après. Donc ça change beaucoup de choses aussi au niveau de la vie de tous les jours. C'est vrai qu'on le sent très rapidement en général, les effets de l'arrêt de la cigarette. Parmi les vrais du faux, en tout cas les idées reçues, il y a celle qui dit « je fume depuis de nombreuses années, ça ne sert plus à rien d'arrêter ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il n'est jamais trop tard d'arrêter de fumer. Vous savez, même si on a 40 ans, qu'on a fumé depuis 20 ans, les bénéfices sur la santé se voient immédiatement. Donc il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer, vraiment. Et ce qui est magnifique avec l'arrêt du tabac, c'est qu'on n'est que sur des choses qui se reconstruisent, sur de l'oxygénation, des poumons qui sont décrassés, une alimentation qui est complètement équilibrée. Non mais allez-y, c'est un vrai projet de vie. Zoé, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Par l'hypnose, parce que je pensais que toute seule j'y arriverais pas. Donc vu que ma maman l'a fait et que ça fonctionnait, je me suis dit allons-y, ça fonctionne pour elle, pourquoi pas pour moi. Alors comment ça fonctionne? Alors on a Noémie justement qui est hypnothérapeute. Oui. Comment est-ce que ça a fonctionné pour vous? Racontez-nous, parce que ça s'est passé en une fois. En une fois, oui. Je suis allée chez l'hypnotiseur. Il m'a fait me rendre compte qu'en fait, quand je fumais, c'était comme si j'étais accro à de la drogue, parce que je me rendais pas compte rien que le nombre de fois où je faisais ce signe-là pour fumer une cigarette.
Et donc, du coup, j'étais complètement inconsciente sur le principe de fumer, de tout ça. Et oui, en une séance, en parlant de moi, en racontant mon histoire, il s'est servi de tout ça pour me donner envie d'arrêter. Donc, en me parlant énormément de liberté, pour moi, en tout cas, de la danse et du sport, en fait, en général, en m'aidant à me faire comprendre dans mon cerveau, dans mon inconscient, que j'allais pouvoir retrouver le souffle, tout ça, que je perdais au fur et à mesure à force de fumer. Noémie, est-ce que vous avez beaucoup de clients qui viennent pour arrêter de fumer? Oui, beaucoup. Chaque semaine, j'ai des clients pour l'arrêt du tabac, même si ce n'est pas la majorité de ma population. Beaucoup de stress aussi, d'angoisse. Mais oui, il y a quand même pas mal de monde. Oui. Comment vous vous y prenez concrètement? Parce que ça paraît fou. On dit, je vais aller voir un hypnothérapeute une fois et je vais plus fumer. Oui, alors il y a la première phase en effet où on parle de l'histoire un petit peu, de l'habitude, de l'ancrage, etc. Et ensuite il y a la phase plus d'hypnose où il y a une induction hypnotique et on va venir parler à l'esprit inconscient, tout ça c'est très métaphorique, mais vraiment pour enlever des blocages et créer des changements chez la personne pour qu'elle ressente un mieux-être, là notamment l'arrêt du tabac. Donc dès la première séance, on peut réussir à arrêter totalement, ou une bonne diminution en tout cas, mais moi je fais rarement plus de 3 séances. Alors, on dit qu'il y a même des gens qui, quand ils sortent d'une séance, sont dégoûtés de la cigarette, c'est vrai? Oui, ça arrive. Oui, alors souvent on n'a plus trop de manque, on ressent beaucoup moins le manque en tout cas, mais parfois on peut être vraiment dégoûté de la cigarette. Ça dépend de chacun. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs? Alors non, parce que l'hypnose c'est vraiment un état naturel qu'on peut avoir tous les jours, notamment quand on est en mode de pilotage automatique, quand on fait des kilomètres en voiture, sans se rendre compte forcément du fait qu'on est en train de conduire. Là on est dans un état qu'on va dire de transe, donc un état d'hypnose. Donc étant donné que c'est vraiment un phénomène naturel, on peut le retrouver pendant les séances, mais on va vraiment le rendre plus long et plus poussé cet état. Alors, on connaît beaucoup l'hypnose de spectacle. Là, c'est de l'hypnose très différente, qui peut soigner, vous l'avez dit, d'autres problématiques, l'anxiété, la prise de poids, les phobies aussi. Oui, tout à fait. Quelle est la différence entre ces deux formes d'hypnose? Alors, l'hypnose de spectacle, bon, on a souvent en tête Mesmer et compagnie, où on va claquer un peu des doigts et la personne va s'endormir. Là, c'est beaucoup plus doux. Ça va ressembler un petit peu à une méditation, mais beaucoup plus poussée, où la personne est vraiment acteur de son changement, à un niveau inconscient, encore une fois, quoique au début, il y a vraiment cette phase où la personne va parler d'elle et de cette habitude. Mais voilà, il va vraiment y avoir cette partie-là où la personne va être dans cet état modifié de conscience. Alors, quand on arrête de fumer tout de suite, et parmi les idées reçues, ou même avant d'arrêter de fumer, il y a celle de la prise de poids. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je vais arrêter de fumer, je vais prendre 10 kilos. Je me tourne vers vous, Colline. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas une fatalité. Si c'est bien préparé, l'arrêt du tabac, on peut ne pas prendre de poids. C'est pas automatique. C'est pas automatique, non. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir quand même avant d'arrêter ou même juste après pour être accompagnés dans cette démarche? Je dirais plutôt qu'ils viennent et qu'ils découvrent dans la prise en charge qu'en arrêtant de fumer, il y a moins de risques qu'ils prennent du poids parce qu'on a travaillé sur la gestion des envies de manger, par exemple. Oui, parce que vous dites qu'on se rend compte que l'arrêt du tabac peut révéler une apparition importante de ces envies de manger. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il arrive que la cigarette vienne à des moments où... c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus la cigarette, on pourrait aller manger au lieu de prendre cette cigarette. C'est une éventualité. Du coup, quand on arrête de fumer, on voit plus de moments où on se reporte justement sur la nourriture. Ouais, pour compenser en fait ce geste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé? Alors, pas forcément avec la nourriture, on sait que ça peut être avec plein d'autres choses. Est-ce que vous avez eu des moments où j'ai envie de fumer, je vais faire autre chose à la place? Oui, par rapport à la nourriture, justement, j'ai commencé à grignoter un peu plus et je m'en suis vite rendu compte, donc j'ai essayé de faire autrement. Du coup, je bois de l'eau ou je mange un chewing-gum. Quand j'ai envie de fumer, au début, c'est ce que je faisais. Maintenant, j'ai plus trop le besoin, mais au début, c'est ce que je faisais. Alors, on parlait juste avant la pause de l'effet de la cigarette sur le goût, notamment, et je voulais poser la question à Zoé. Est-ce qu'en 2 mois, on a déjà senti une différence? J'ai beaucoup diminué le sel. C'est vrai? Mais alors, comment ça s'est passé? Vous êtes rendu compte que vous mangiez trop salé? En fait, quand je fumais, je mettais énormément de sel et au fur et à mesure, je salais mes plats comme je les salais quand je fumais. Puis j'ai commencé à beaucoup plus sentir le sel, donc j'ai commencé à diminuer. Puis aujourd'hui, je mets beaucoup moins de sel dans mes plats. Colline, on sait que le sel, en plus, c'est très mauvais. Quels sont les effets de manger trop salé?
C'est par rapport à l'hypertension, c'est pas du tout recommandé. Et puis ça crée de la rétention d'eau aussi. Le sel. Alors on parlait tout à l'heure de ces envies de manger. C'est vrai qu'on a parfois envie de fumer, du coup on va se ruer sur quelque chose à grignoter. Vous dites qu'on peut pallier à ça en travaillant sur la gestion des envies. Ça passe par quoi? Comment vous travaillez concrètement avec ceux qui viennent vers vous? Alors, en général, on travaille 3 points. On essaye de remettre de la sécurité dans le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on évoque avec la personne le fait qu'on puisse manger, on a le droit, et plus on va se l'interdire, et plus on va en avoir envie finalement. Donc, on sécurise ça. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Après, on aborde l'attention portée à ce que l'on mange. On se rend compte que plus on est attentif et plus on se satisfait, et donc l'envie s'apaise et se régule d'elle-même. Et on passe après sur le plaisir, on parle du plaisir alimentaire. Donc on parlait tout à l'heure de papy qui se réveille un petit peu, donc c'est chouette en fait quand on peut avec le patient réaborder les 5 sens dans l'alimentation parce qu'ils ne sont plus parasités par le tabac. On se rend compte que naturellement ils vont se réguler au fur et à mesure de la prise alimentaire. Vous pouvez expérimenter, si vous le souhaitez, de manger du pain. Vous verrez qu'entre la première bouchée de pain et la fin de votre tartine, ou de la deuxième, l'appréciation évolue naturellement. Finalement, on l'aime un petit peu moins à la fin. En fait, on se lasse naturellement de l'aliment et ça permet de réguler progressivement l'envie. Alors, vous utilisez régulièrement le terme de croyance alimentaire. Qu'est-ce qui se cache derrière croyance alimentaire ? Il se cache surtout l'idée qu'il y ait des bons et des mauvais aliments. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous me demandez de diaboliser le sel, c'est un peu compliqué pour moi parce qu'on se rend compte que plus on interdit... Pas diaboliser, mais il ne faut pas manger trop salé, ni trop sucré, on le dit souvent d'ailleurs. C'est vrai, sauf qu'une fois qu'on a ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me rends compte avec les patients que ça ne les aide pas forcément à modifier un comportement. En fait, ce que je fais avec eux, c'est qu'on quitte progressivement le jugement qu'ils portent sur leur action. On essaie de l'observer, de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à changer malgré que le sel tue, que le tabac tue, que le sucre tue. Et on déconstruit peu à peu leur comportement, on déconstruit les croyances, on les aide à prendre du recul sur tout ce qu'on entend finalement et comment ça fait écho en eux et on le modifie progressivement à leur rythme. Vous parliez d'un exemple du chocolat en disant si j'ai très envie de chocolat et que je vais le remplacer par autre chose, du coup ça ne va pas vraiment satisfaire mon envie. Qu'est-ce que c'est votre conseil? C'est si j'ai très envie de chocolat, il faut que je mange du chocolat? Oui, parce que l'envie va revenir. Après, c'est pas je mange le chocolat vite fait en faisant autre chose, sans conscientiser, sans être présente à ce que je fais. Il y a un protocole et les grandes lignes, c'est je prends conscience de pourquoi j'ai envie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, comment je peux apaiser l'envie au mieux. Si c'est un chocolat aux noisettes, je ne vais pas prendre un chocolat noir. Et une fois que j'ai le chocolat de mon envie, je me pose, je le déguste, j'essaye de faire en sorte que à la fin de la prise alimentaire, l'envie soit satisfaite et qu'il n'y en ait pas d'autre. De toute façon, la clé est que rien ne doit être fait dans l'abus, j'imagine, c'est ça? Un peu de tout, mais pas trop. Oui, mais en fait, le corps fait ça naturellement. Une fois qu'on a quitté toutes les injonctions, on se rend compte que ça se met en place et que ça se régule. Alors, on a parlé de l'hypnose pour arrêter de fumer, puisque c'est notamment ce qui a fonctionné pour vous, Zoé. S'il y a d'autres gens qui ont envie d'essayer et qui veulent venir chez vous, est-ce que vous pouvez les rassurer? Comment ça se passe concrètement une séance quand on arrive chez vous? Donc il y a la première phase où on va parler de la problématique, depuis combien de temps la personne fume, pourquoi elle a envie d'arrêter de fumer. Alors souvent la santé revient évidemment. Et ensuite, je parle un petit peu de l'hypnose, notamment pour démystifier un petit peu en tant que c'est pas l'hypnose de spectacle, que je vais pas endormir la personne comme ça en claquant des doigts. Et ensuite, donc je vais parler avec la personne, je vais faire une sorte de monologue pendant une grosse demi-heure à peu près, et donc mettre la personne dans une phase de transe qui est vraiment un état modifié de conscience, donc qui se trouve entre la veille et le sommeil. Donc on s'endort pas totalement, on sent un petit peu ici et ailleurs. Ça dépend beaucoup des gens, il faut savoir se détendre un petit peu quand même, mais la plupart des gens y arrivent parce que ça dure quand même assez longtemps. Et ensuite, avec des suggestions hypnotiques, en parlant notamment à l'esprit inconscient, comme je disais tout à l'heure, on va réussir à enlever certains blocages et puis à changer le comportement. Là, aujourd'hui, on parle bien d'arrêter de fumer, donc ce comportement de fumer.
Marie-Ange, est-ce qu'il y a une bonne manière d'arrêter de fumer? Parce que là, on en découvre une, on va en découvrir d'autres tout à l'heure. On parlera de magnétisme, on parlera de lithothérapie. Et en fait, il y a plein de choses pour arrêter de fumer. Mais est-ce qu'il y a une méthode efficace pour le faire? Alors, c'est vrai que la littérature scientifique est assez bien dotée aujourd'hui. C'est vrai que les traitements de substitution nicotinique, que ce soit les patchs, les gommes, l'inhaleur, le spray, vont permettre de venir soutenir et de venir combler le manque de shoot de nicotine au long cours. Donc c'est une distribution qui va se faire tout au long de la journée, sans pic, tout au long dans une distribution, et ça va mettre le cerveau, on va dire, en plaisir de défume. Donc, et plus en shoot, puisqu'on a cette idée reçue. On nous dit tout le temps, je fume parce que je suis stressé. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est le fumeur qui est stressé parce qu'il fume. Donc, et c'est vrai qu'on va essayer, et on voit dès les premiers jours, d'ailleurs de l'arrêt avec des traitements de substitution nicotinique, où les symptômes de dépression, d'anxiété, de stress vont complètement, au fil de l'eau, disparaître parce qu'il va se rendre compte de ça. Alors après, votre question, Margot, c'est est-ce qu'il y a une méthode plus que l'autre? Moi, je dis celle-ci, elle est référencée, ça marche bien à une condition, c'est que les traitements soient bien dosés. Donc le sous-dosage de traitements de substitution nicotinique vont faire des échecs, puisque la personne va toujours avoir envie d'aller fumer. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'on n'a pas adapté la dose. Ensuite, je suis assez ouverte, puisque c'est la personne, on accompagne la personne à l'arrêt du tabac. Et si, et on va en parler tout à l'heure, si c'est avec la cigarette électronique, si c'est avec l'hypnose, si les traitements viennent soutenir l'hypnose, parce qu'ils ont besoin encore de substitution, on fait avec la personne. De toute façon, la base, c'est la volonté, j'imagine, de celui qui se lance dans cette entreprise. Est-ce que il y a quand même un débat régulièrement entre les gens qui disent il faut arrêter petit à petit, et non, ça sert à rien, j'arrête tout du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a une bonne technique ? Non, moi on accompagne les personnes dans leur choix, dans leur accompagnement, et c'est vrai que la réduction peut être une étape vers un chemin vers l'arrêt. Donc notre travail est de les amener à zéro tabac. S'il faut passer par de la réduction, par un peu de tabac et des patchs, s'il faut passer par de l'hypnose, de la vape, on les accompagne. Zoé, est-ce que vous avez hésité entre je diminue petit à petit et j'arrête du jour au lendemain ? Non, j'ai directement du jour au lendemain, parce que la frustration, le fait de se frustrer, de dire j'ai envie de fumer mais j'ai dit que je diminuais, je savais que c'était pas pour moi, donc j'ai préféré me dire du jour au lendemain j'ai une aide, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis, mais au moins entre guillemets je perds pas de temps. Alors parmi les arguments qu'on entend aussi, il y a ceux qui se définissent comme étant des petits fumeurs ou des fumeurs de soirée par exemple. Zoé, vous nous disiez, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est vrai ? J'ai commencé en soirée, oui. Et à quel moment ça bascule ? Au moment où en fait je m'en suis pas rendu compte, le lendemain de soirée j'ai fumé une cigarette avec les amis, puis au lycée un jour on m'en a tendu une, vas-y je vais en fumer une avec toi, et puis j'ai commencé à fumer régulièrement et à vraiment fumer du coup. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des petits fumeurs ou du petit tabagisme, ça existe vraiment ? Non, Zoé a raison. On est fumeurs avant tout. Il n'y a pas de petits fumeurs, ni de grands fumeurs, et toutes les études nous le montrent aujourd'hui. Des personnes nous disent fumer 3 à 4 cigarettes ou en soirée, ils ont un risque sanitaire, les mêmes risques cardiovasculaires. Il y a une étude suisse qui a montré que fumer 3 à 4 cigarettes, c'était multiplié par 3 le risque cardiovasculaire. Fumer un paquet de tabac, c'est multiplié par 5. Donc vous voyez que les risques respiratoires cardiovasculaires sont les mêmes. La dépendance, c'est le même, parce que le cerveau va être attaché à une dose de nicotine et va s'attacher à ça. Et donc, au fur et à mesure, ça ne va plus le combler. Et puis, on va progresser dans le nombre de cigarettes. Donc, non, en matière de risque sanitaire, aucun élément bénéfique, que l'on soit petit ou grand fumeur, on est fumeur avant tout. Je lisais même que ça pouvait parfois être pire, dans le sens où, je ne sais plus du tout où j'avais lu ça, mais on pouvait aller jusqu'à créer les situations. Si par exemple je fume quand je bois un petit verre, on pouvait créer les situations pour boire un verre et du coup fumer une cigarette, et que finalement c'était encore pire.
Exactement. On a des appels comme ça, le café, la soirée. Vous savez, la dépendance tabagique, c'est pas que la dépendance physique à la nicotine, hein, c'est une ambiance aussi, c'est une dépendance comportementale et une dépendance aussi psychologique. Donc on va se créer, c'est toute une vie, c'est une compagne, et donc on va se créer toutes les situations pour aller fumer, et notamment quand c'est des situations de plaisir. Zoé, c'est ce que vous avez vécu typiquement, puisque j'imagine qu'il y a des situations plus compliquées que les autres. Les apéros, les copains, les soirées, c'est clairement les moments les plus difficiles parce que c'est plus que juste fumer en fait. Ouais, bah, c'est vrai que quand j'ai arrêté de fumer, recommencer à sortir avec les amis au bar, boire un verre, c'était très compliqué de pas craquer. Donc c'est vrai que c'est ce qui me donnait le plus envie de fumer. Et pareil, les habitudes, en fait, je dirais la cigarette du matin, la cigarette d'après-manger, ça a été les plus compliquées à enlever. C'est celle qui me donnait le plus envie de reprendre. Vous disiez que c'était plus un réflexe qu'une envie finalement. À changer ses habitudes, c'est bien. Ouais, et c'est pas toujours facile. De la cigarette à l'occasion du mois sans tabac, et ça passe parfois par l'adoption de la cigarette électronique. C'est le sujet qu'on va aborder avec vous. Hamid Ben Boubaker, gérant responsable de Bébé Clope, je le disais tout à l'heure. Alors vous avez découvert la cigarette électronique en 2010. Vous étiez alors fumeur. J'étais fumeur. Et ça vous a fait arrêter immédiatement. Alors racontez-nous un petit peu. Immédiatement. En fait, c'était mon beau-frère qui avait eu un accident vasculaire, en fait, une petite crise cardiaque, et qui m'avait fait découvrir une petite cigarette électronique qu'on achetait dans les galeries marchandes, là, comme un gadget. Je l'avais testé, j'ai trouvé ça amusant. J'ai pris ça comme un gadget, et je me suis dit, bah tiens, entre 20h et 23h, pour pas déranger madame, j'aurais pas à sortir. Je l'ai commandé le mercredi et je l'ai reçu le samedi, et à partir de ce jour-là, je n'ai plus touché une seule cigarette. Marie-Ange, la cigarette électronique, on est pour l'arrêt ? Oh oui. Déjà sur l'échelle des risques, à chaque fois je parle de risque sanitaire, 95% moins risqué de vapoter que de fumer. D'ailleurs, je dis on vapote, on ne fume pas. Hein, donc c'est la fumée de tabac qui est toxique, hein, je le rappelle, détenteur de monoxyde de carbone, de goudron et j'en passe 4000. Là, sur la vapoteuse, en fait, la nicotine va arriver par vaporisation grâce au propylène glycol. Donc, bien évidemment, plus de monoxyde de carbone et plus les autres substances. Alors Hamid, il existe des critiques et des idées reçues en tout cas sur la cigarette électronique, mais vous avez carrément créé une page Facebook pour aider les vapoteurs à contrer ces arguments. C'est ça. Enfin, j'avais créé une page, et je ne l'ai pas remplie depuis, hein. C'est vrai que je suis plus très actif sur les réseaux sociaux, mais j'avais créé une page Facebook, la page La Vape en vrai, en fait pour aider les vapoteurs à trouver des arguments face à leurs détracteurs, en particulier sur le fait par exemple que la cigarette électronique, le vaporisateur personnel est cancérigène, contient des substances cancérigènes. C'est faux, ou du moins pas plus qu'un patch ou que des gommes et d'autres choses. Entre autres, il y a pas mal de on-dit. Il faut savoir qu'on part de très loin. Hein. À l'origine, en 2010, par exemple, c'était un gadget. Aux alentours de 2013-2014, c'était une arme diabolique. Et aujourd'hui, c'est tout simplement est reconnu l'un des meilleurs moyens pour arrêter de fumer, pour sortir du tabac en tout cas. Je ne vais pas dire qu'on sort facilement de la nicotine avec, mais en tout cas on s'arrête très facilement de fumer avec. Après, on crée son objectif, soit on part dans l'arrêt total du tabac et de la nicotine, ou alors on reste à la cigarette électronique comme moi. Ça fait 10 ans que je vapote et je n'ai pas vraiment envie de m'arrêter. Et parmi vos arguments, l'Institut national du cancer qui a tranché en intégrant depuis un moment maintenant la vape dans une de ses animations, oui, en effet. Elle propose la vape comme une solution pour lutter, pour arrêter de fumer. On va dire que l'Institut national du cancer prend exemple sur le PHE, Public Health England, en Angleterre, ou par exemple dans leur Stoptober. Donc en fait, c'est le mois sans tabac, mais en octobre pour les Anglais, il y a des clips publicitaires qui passent à la télévision où on présente directement toutes les solutions pour arrêter de fumer, patch, gomme et cigarettes électroniques. Il y a en plus maintenant des tonnes de parfums, il y a toujours des nouveautés, ça continue d'arriver toujours ? Il y en a toujours.
C'est quoi les improbables? Parce que moi, des fois, j'entends des trucs, je me dis, des cigarettes Morito, est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut. Morito, c'est un classique, et je dirais même les trucs les plus improbables. Il y a certains liquides qui s'achetaient juste pour jouer des tours, le crab juice, le jus de crabe. D'accord, sympa. C'est spécial. Poulet frites. Poulet frites. J'en ai goûté quelques-uns, c'est pas si mauvais que ça en fait. Il faut s'habituer à vaper autre chose que du gourmand, que du fruit, parce que c'est pas si désagréable que ça en fait. C'est amusant. Goût pizza. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez vous, qui sont sceptiques et qui ont besoin d'être rassurés pour oser passer le pas? Évidemment, il y a beaucoup de gens sceptiques à cause des on-dit, à cause des préjugés, à cause de tout ce qu'on fait passer, de la désinformation qu'on fait passer autour de la cigarette électronique. Donc on essaie de les rassurer, de leur expliquer gentiment comment fonctionne la cigarette électronique. Évidemment, moi je connais bien mon métier, donc j'arrive à leur donner, à leur montrer des études par exemple qui expliquent ça, même rien que le préjugé à propos de la nicotine. On l'a méchamment diabolisé, la nicotine. La cigarette est mauvaise, donc la nicotine est mauvaise. Or, elle n'est pas si mauvaise que ça, en quelque sorte. Et par exemple, pour ça, je leur montre simplement un article de la Fédération française de cardiologie qui dit simplement que la dangerosité de la nicotine a été très largement surévaluée. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération française de cardiologie. Je suppose que ce sont des spécialistes quand même. S'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de se lancer là-dedans, combien ça coûte? Une cigarette électronique, il y en a à tous les prix. Je ne vais pas dire qu'il faut prendre la plus chère. Il faut prendre celle qui sera adaptée. En fonction du nombre de cigarettes qu'on fume, je ne vois pas l'intérêt de prendre le bousin qui fait de la vapeur à tout va. D'autres disent que c'est la puissance qui compte. Non, ce n'est pas forcément la puissance qui compte. Ce qui compte, c'est que ce soit une cigarette bien adaptée, avec un dosage de nicotine bien adapté. C'est ça le plus important. Une cigarette électronique sans nicotine, ça a peu de chances de réussir. Ça peut réussir, mais ça n'aura pas l'efficacité que ça a aujourd'hui. Il y a quelque chose qui plaît dans la cigarette électronique, notamment, c'est le geste. Puisque c'est ce qui manque aussi aux fumeurs. Voilà, ça reproduit parfaitement le geste de fumer. Sur certains, d'autres, ça va reproduire le geste de la chicha, mais ça reproduit parfaitement le geste de fumer et surtout la sensation au niveau de la gorge, le cassage de gorge qu'on traduira en français, c'est le HEAT, c'est un terme qu'on a volé aux Américains. Et cette contraction de la gorge est identique à la contraction de la gorge lorsqu'on prend une bouffée de cigarette. Le premier prix, c'est quoi? Les premiers prix, on trouve des cigarettes électroniques à moins de 15 €. Ah oui, donc on peut trouver ça. On trouve des modèles plutôt sympas. Pas cher du tout. Et les plus chers, c'est quoi? Pour les plus chers, alors, pour les plus chers, c'est simplement le matériel qu'on va ajouter, les accessoires qu'on va ajouter. Il faut faire la différence ensuite sur le. Ou alors on va partir sur un fabricant qui sort de l'ordinaire et là on peut mettre 200-300 €. Et oui, novembre, c'est le mois sans tabac, l'occasion idéale peut-être pour arrêter de fumer. Il existe des tas de solutions pour vous y aider. On vous en a déjà exposé quelques-unes. On continue avec nos invités et notamment Jean-Noël Dumoutier, magnétiseur, et Nathalie Fourmeau, lithothérapeute. Alors avant de parler de l'arrêt du tabac en lui-même, peut-être quelques mots sur votre métier pour ceux qui ne connaissent pas. En quoi ça consiste, Jean-Noël, peut-être pour commencer? Alors le magnétisme, ça consiste à un rééquilibrage des énergies du corps en fait. Voilà. Le corps est parcouru d'énergie et le magnétiseur a pour but de rééquilibrer le corps des gens. Voilà. Comment on fait concrètement? Ah, bonne question. C'est imposition des mains. C'est un travail avec les mains? Essentiellement, un travail avec les mains, c'est une imposition, alors on peut appeler ça un fluide, je ne sais pas vraiment le terme qu'on peut utiliser, mais c'est un fluide en fait qui va circuler entre le magnétiseur et le patient, enfin le client, et ça va permettre de rééquilibrer ce qui ne va pas à l'intérieur du corps. Par exemple, si on prend le cas du tabac, le tabac dérègle énormément les énergies du corps, que ce soit au niveau du poumon, que ce soit au niveau du cerveau, il y a énormément de changements. Et mon travail, c'est ça en fait, c'est vraiment rééquilibrer, faire en sorte que les gens se sentent mieux et puissent arrêter. Comment on sent qu'il y a un déséquilibre des énergies dans le corps? Alors, chaque magnétiseur vous donnera une réponse différente, je pense. Moi, c'est simplement quand je vais passer mes mains, je vais sentir des zones froides ou des picotements. Voilà. Et je sais qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Alors, c'est un don, oui, on peut dire ça. Moi, je l'ai jamais appris, c'est venu comme ça vient et on peut pas
on ne peut pas l'empêcher en fait. C'est difficile de devenir magnétiseur. C'est plutôt une évidence en fait qui s'impose à vous. C'est une évidence. Alors après, il faut l'accepter. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément prêt à faire ce genre de choses. Il y a plein de gens qui sont magnétiseurs et qui ne le feront jamais, parce que c'est pas leur chemin, tout simplement. Ils ont d'autres choses à faire. Mais par contre, quand ça se présente et qu'on est prêt, on ne peut pas faire autrement. Oui. C'est une discipline qui n'est pas forcément très connue, mais on va quand même, je trouve, vers une ouverture d'esprit en termes de gens qui tentent plein de choses aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre métier? Alors, c'est une discipline ancienne, c'est très très ancien. C'est juste qu'on en parlait peu, beaucoup de tabous à ce niveau-là. Et maintenant, c'est vrai que le côté tabou passe un peu et que les gens se disent pourquoi pas, c'est une solution parmi tant d'autres. Alors pour le tabac ou pour d'autres choses, mais c'est une solution parmi tant d'autres, oui. Alors, on a un peu mieux compris ce qu'était le métier de magnétiseur. Qu'est-ce que c'est qu'être lithothérapeute? Lithothérapeute, c'est travailler avec les pierres et les minéraux. On est beaucoup dans l'énergie. Donc, est-ce que ça rejoint un petit peu aussi, Jean-Noël, en termes de flux énergétique? Oui, voilà, on va travailler vraiment dans les énergies de la personne. Chaque pierre et chaque minéraux, en plus en les portant sur soi, pour certaines, apportent un petit peu au niveau de la peau, rentre un petit peu dans le sang, un petit peu, je dis bien. Et puis, on va vraiment, au même titre que magnétiste, travailler dans les énergies et donner aussi un appui aux gens au niveau du cerveau. Aussi, c'est important. Si on veut faire appel à un lithothérapeute. Alors, je n'ai pas le droit de dire soin, mais c'est soin par les pierres, ça veut dire. Soin par les pierres. Comment ça se passe concrètement, en fait? On vient à une session, on discute avec vous. Oui. Enfin, concrètement, ça se passe comment? Un bon lithothérapeute doit vous recevoir. Parce que beaucoup de gens achètent les bijoux, les pierres, les minéraux sur Internet, où c'est plus embêtant dans des pays étrangers, où il y a beaucoup de faux. Donc il faut faire vraiment très attention où on achète. Beaucoup de personnes vont lire tout ce qu'il y a de marqué sur Internet. Il y a du tout, il y a aussi du n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de faire confiance à des gens qui ont fait des formations, des études. Comme j'ai toujours à mes clients, c'est un minimum de 3 ans d'études. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça et j'apprends tous les jours. Est-ce que l'un comme l'autre, c'est une question que je posais tout à l'heure à notre hypnothérapeute, d'où ma confusion, il y a des gens plus ou moins réceptifs. Est-ce qu'il y a des gens chez qui ça ne marche pas? Alors en magnétisme, oui, il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Ce sont des gens qui viennent fermer en fait, qui viennent en disant ça marche pas, je viens là parce qu'on m'y a amené, parce que madame a amené par les oreilles, faut y aller pour arrêter de fumer monsieur, par exemple. Il y a pas de raison. Monsieur, mais c'est souvent madame, cela dit. Et si on vient fermer, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Y croire n'est pas important. En fait, c'est vraiment venir en disant oui, voilà, je viens. Il faut avoir la volonté d'être là. La volonté d'être là et dire on verra bien, tout simplement. Et oui, ça marche bien. Dans ces cas-là, oui. Nathalie, même question. Oui, la volonté avant tout. Après, j'y crois pas. À chaque fois, je rassure mes clients, écoutez, mon chien n'y croit pas et ça marche bien sur lui. Puisque la lithothérapie, les pierres, on peut s'en servir au niveau des animaux, au niveau des plantes aussi. Alors, quand vous dites ça marche bien sur lui, c'est-à-dire? Oui. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que vous avez fait? Mon chien fumait pas. Mon chien n'est pas un fumeur. Déjà, ça c'est bien. Je félicite. Voilà. Sur les chiens, par exemple, vous avez l'ambre, les colliers d'ambre qui vont, au même titre que nous déstresser. Ça fait une électricité statique dans le poil en plus. Et au bout de 3 semaines, le chien n'a plus de puces, plus de tiques. C'est pas de la magie, c'est vraiment de l'électricité dans le poil, l'électricité statique et même les moustiques et tout. Et ça va jouer au niveau de les rassurer, des douleurs un petit peu, quoi qu'on n'est pas du tout dans la médecine. Alors, puisqu'on parle d'arrêt du tabac, comment est-ce que l'un comme l'autre, vous pouvez concrètement aider les gens à arrêter? Parce que vous parliez par exemple de déséquilibre des énergies. Est-ce que c'est le fait de remettre les énergies à leur place, je ne sais pas comment on dit, qui va provoquer l'envie d'arrêter? Comment ça se passe? Alors, pour le tabac, c'est du magnétisme pour rééquilibrer les énergies, mais j'utilise aussi l'auriculothérapie. Donc, l'auriculothérapie, c'est une forme d'acupuncture sans aiguille au niveau de l'oreille. Voilà. Et alors, comment ça fonctionne? Là, on va stimuler des points d'acupuncture qui correspondent à des zones bien particulières pour la dépendance, pour le stress, et ça va permettre aux gens d'arrêter
sans trop de douleur la plupart du temps. En général, une séance, ça suffit et ils n'y reviennent pas, quoi. Moi, je suis étonnée du nombre de gens aujourd'hui qui nous disent qu'une séance est suffisante. Finalement, c'est incroyable. C'est comme si on appuyait sur un bouton et que finalement, oui, c'est on ça, avait en une fait, prise c'est un de déclencheur. conscience. Mais en général, les gens qui viennent me voir ont déjà fait la démarche de vouloir arrêter de fumer. Ils viennent déjà en disant « je viens arrêter de fumer ». Voilà, j'arrête, je viens vous voir pour m'aider. Mais ils ont déjà fait la démarche. Donc en fait, on appuie sur le petit déclencheur qui fait que, clac, ça s'enclenche, on remet tout ça en place et puis c'est reparti, quoi. Marion, je vous vois hocher la tête parce que c'est ça le plus gros déclencheur. Oui. Ces thérapies fonctionnent merveilleusement quand les personnes ont fait un travail de préparation à l'arrêt. Ils sont matures à l'arrêt du tabac et ça vient juste conforter ce qu'ils sentaient venir. Mais oui, totalement. Donc vous consultez des personnes qui se sont préparées mentalement, qui se sont préparées de façon psychologique, de façon comportement à lâcher la cigarette. Et donc ça vient appuyer. Voilà. Ils viennent chercher peut-être un peu de courage aussi à travers tout ça. C'est ça. Voilà, oui. La lithothérapie pour l'arrêt du tabac, comment ça se passe? Alors moi, le client vient, je l'écoute. C'est vraiment important d'écouter les gens, bien les entendre, bien les écouter et ensuite de voir leurs envies, ce qu'ils ont vraiment envie de porter sur eux, de les aiguiller aussi parce que souvent on vient voir pour un bracelet et c'est pas forcément là où il faut le porter. Moi je travaille avec les énergies, donc je travaille ce que vous avez peut-être tous entendu parler des chakras. Oui. Donc c'est une roue énergétique qui tourne dans notre aura et on a des portes. Et moi, je vais travailler avec les portes. Et l'idéal, comme je dis à mes clients, c'est de porter au cou. Voilà, on est dans l'alignement. Et pour tous ceux aussi qui veulent un petit peu aller dans la lithothérapie, c'est important aussi de trouver quelqu'un qui va vous fabriquer ce bijou à porter. Parce qu'une pierre dans la poche, ça peut aider, je ne dis pas. Mais là, au niveau vraiment d'arrêter de fumer, il faut passer un petit cran au-dessus. Donc moi, je vais écouter la personne et je vais après lui confectionner le bijou sur mesure pour elle. Alors, vous dites avec ses goûts. Que pour associer, pour que ça marche bien, vous associez les pierres aussi à la méditation, j'ai vu. Alors oui, moi je suis maître Reiki. Donc en plus, ça ressemble un petit peu au magnétisme. Donc oui, il y a la méditation aussi. On va s'appuyer sur, et je vais conseiller aussi à mes clients d'autres thérapies, comme tout à l'heure, on avait une dame en hypnose aussi. Mais aussi, il y a plein de choses, il y a le magnétisme, voilà, on va aller travailler avec d'autres personnes aussi, ou d'autres choses que je fais moi également. Mais ce qui est important, c'est le mélange et tout ce qu'on va mettre dans le collier, comme le quartz fumé, l'hématite, on peut l'améthyste, on peut l'agate, mais l'ensemble des choses vont faire que ça va s'harmoniser et la personne va ressentir en bienfait au bout de quelques temps, parce que c'est pas tout de suite. Au bout de quelques temps, elle va ressentir tout ça en elle et voilà, avoir cette petite aide qui est importante. J'allais vous poser la question, quelles sont les pierres les plus efficaces pour arrêter de fumer, mais je réalise que c'est pas une vraie question parce qu'en fait ça dépend tout simplement de la personne. Après ça dépend de la personne, il y a des gens aussi qui vont venir pour le après, parce qu'ils vont être trop stressés, trop énervés, d'autres qui vont venir pour la détente comme la méditation, d'autres vont venir parce qu'ils ont pris un petit peu de poids. Donc les pierres c'est quelque chose sur, voilà, on peut se reposer sur elles aussi. Et après il y a tout le soin qu'on y porte. C'est important aussi. On a quelqu'un qui a arrêté de fumer justement avec nous. Hamid, vous êtes d'accord sur le fait que ce qui fait la différence, c'est vraiment le premier pas de se dire allez, j'arrête et je le fais pas à moitié? Moi, je suis parti sans l'intention d'arrêter. Et en fait, c'est venu dans la foulée. C'est venu dans la foulée. Alors ça, c'est fort. Vous allez faire des jaloux quand même. Moi, je n'avais pas forcément envie d'arrêter, puis j'ai arrêté. J'ai aussi vu qu'il y avait une étude qui expliquait que lorsqu'on prévoit des choses, qu'on se dit je vais arrêter, la semaine prochaine, ça y est, j'arrête, très souvent, ça ne fonctionne pas. Il faut le faire dès qu'on se sent capable de le faire. Il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut pas hésiter non plus à se laisser pousser par une personne, à se faire encourager. Ça vient tout de suite. Il ne faut pas hésiter. Une fois qu'on est lancé, c'est parti. D'où l'importance ensuite de se faire accompagner par des professionnels de santé.